Si Esther Montandon est une écrivaine peu connue au Québec, elle est, selon le site Vice Versa Littérature, l'auteure suisse romande la plus lue du 20e siècle. Née le 8 mai 1923 en Suisse, elle a passé sa jeunesse au Rwanda. Son premier roman, Le piano dans le noir, lui vaut le prix Schiller en 1953. Elle tombera tranquillement dans l'oubli au cours des années qui précéderont sa mort en 1998. Je fais partie des quelques personnes qui ont eu la chance d'entrer en contact avec l'œuvre de Montandon au cours de ma jeunesse. En effet, en 1996, je me suis inscrite à un séminaire d'été donné par le regretté Jean-Bertrand Lahaye, spécialiste de littérature suisse et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est grâce à lui que j'ai pu plonger dans les textes de cette écrivaine à la plume fine et rigoureuse, discrète mais puissante. Agatha Christophe, qui était sa voisine et son amie de longue date, confie dans son autobiographie que leur proximité venait sans doute de ce qu'elle partageait une même attirance pour, je cite, « la vérité du texte qui entrave la parole ». Fin de citation. Mais Esther Montandon, l'auteure romande la plus lue du 20e siècle suisse, est un mystère. Elle a publié peu, 4 livres seulement de son vivant, mais son cas n'a cessé d'intriguer. Après la mort de sa fille Louise en 1960, l'écrivaine aurait brûlé tous ses manuscrits. Elle a par la suite complètement disparu du paysage littéraire pendant de nombreuses années. La publication inattendue en 1980 de courts récits librement inspirés de son enfance africaine et son refus catégorique de revenir sur les longues années de silence qui ont suivi la mort de sa fille ont donné naissance à bien des rumeurs. On peut dire que l'histoire d'Esther a tout pour inciter le mythe à devenir vivant. Comme l'ensemble des passionnés de littérature suisse romande, c'est avec beaucoup d'excitation que j'ai appris en 2013 qu'un inédit de cette grande auteure avait été retrouvé. C'est Vincent Koenig, dépositaire du fonds Esther Montandon, qui s'est chargé de mettre en forme les fragments retrouvés dans une pochette identifiée facture, égarée quelque part dans un des cartons que lui avait confié l'auteur. Ainsi a vu le jour Vivre près des tilleuls, publié aux éditions D'autre part, une collection de fragments intimistes qui racontent la perte d'un enfant et la douleur du deuil, et puis la joie, discrète, qui revient doucement. Tout ce que j'ai dit sur Esther Montandon est vrai. Le menteur dans mon histoire, puisqu'il y en a forcément un comme dans toute histoire, c'est plutôt Vincent Koenig. Koenig n'a jamais retrouvé d'inédit égaré dans les factures d'Esther Montandon. C'est un de ses amis qui lui a remis un texte surprenant, écrit par un collectif de jeunes auteurs, l'Association des jeunes auteurs romans et romandes, ou l'AJAR. Les complices ont ensuite trompé tout le milieu littéraire suisse roman, ainsi que quelques Québécois et Québécoises. À la mise à jour du canular par une étudiante en lettres qui connaissait bien son affaire, un court documentaire a été produit. Et je vais vous en passer 2 minutes. Donc, après donc, la révélation du canular, le texte a été republié chez Flammarion, cette fois-ci avec ses véritables auteurs, l'AJAR. Si l'histoire a fait couler beaucoup d'encre au pays des montres bien réglées et du fromage troué, c'est bien sûr en raison de la réussite du coup monté, mais pas seulement. La richesse du texte, l'unité de la voix et bien entendu l'incroyable respect de l'esthétique montandienne en sont tout autant de raisons. Il va sans dire que le fait que l'œuvre résulte du travail d'un collectif a largement contribué au succès médiatique de l'affaire. C'est donc en tant qu'objet littéraire complexe que ce roman suscite mon intérêt dans le cadre de ce colloque. La chose est établie, ce texte interroge le lien entre le réel et la fiction. Et par le caractère collectif de leur travail, les jeunes auteurs court-circuite la question de l'appropriation personnelle de l'expérience non vécue, appropriation peut-être, personnelle non. Esther Montandon, devenue personnage narrateur de sa vie fictionnalisée, a été construite par l'AJAR comme un personnage qui porte efficacement l'opacité fondatrice du genre romanesque. Il est évident que le canular révélé place de facto le texte sous les auspices de la suspicion, mais le doute siège tout autant dans le projet éditorial qui sabote sa propre authenticité que dans l'architecture magnifiquement fignolée de ce petit livre. Il me faudrait donc regarder simultanément du côté des mécanismes qui font d'Esther Montandon une narratrice, autrement dit les éléments du texte et du péritexte qui la font passer du statut d'auteur à celui de personnage, et du côté du texte lui-même, de ce qu'il révèle sur la fiabilité de l'instance, ou plutôt des instances narratives. Du côté du péritexte, comme première constatation, je remarque que Esther Montandon est absente de la page couverture. D'une sobriété maximale, ce titre annonce « l'AJAR, vivre près des tilleuls, roman Flammarion », donc auteur, titre, genre, maison d'édition, c'est tout. Puis, en page intérieure, on retrouve les mêmes quatre éléments, mais cette fois-ci, « Vivre près des tilleuls » par Esther Montandon. Voilà donc l'auteur supposé, la fausse auteure qui fait son apparition dans le titre. Ce que le quatrième de couverture nous dit de l'œuvre.
Vincent Koenig est le dépositaire des archives de l'écrivaine suisse Esther Montandon. En ouvrant par hasard une chemise classée facture, il découvre des dizaines de pages noircies qui composent un récit intime. Esther a donc tenu un journal de deuil dans lequel elle a pour la première fois évoqué la mort de sa fille Louise et l'aberrante vie d'après. On nous dit aussi, ce récit d'Esther Montandon est en réalité l'œuvre d'un collectif littéraire suisse, la JAR. Ces 18 jeunes auteurs savent que la fiction n'est pas le contraire du réel et que si je est un autre, je peux aussi bien être 15, 16, 18 personnes. La mise en récit de la découverte du manuscrit par Koenig dans le résumé indique que cet élément-là ne se limite pas au canular, il est intégré dans le texte lui-même. L'événement fait donc partie de l'univers narratif du roman. De Montandon elle-même, on ne dit absolument rien. Enfin, à l'intérieur du texte, les premières pages sont l'avant-propos, qui est signé par Vincent Koenig. Mais le lecteur ou la lectrice sait, à moins de faire partie de cette race bienheureuse qui plonge dans les textes comme on traverse un lac l'été sans penser à Météo Média, qu'on est en plein mensonge. Et le lecteur ou la lectrice comprend les rouages de ce mensonge. En effet, comme l'écrit Valérie Raoul dans son essai « Le journal fictif dans le roman français », je cite, « L'ironie d'une tentative de légitimation placée en tête d'un texte qui vient en première page de se déclarer comme fiction s'accentue jusqu'à friser la parodie. Au lieu de contribuer à la vraisemblance, ce procédé ne fait que souligner son artificialité. » Fin de citation. La table est donc mise pour que le lecteur, la lectrice, sache exactement à quoi s'en tenir. On a entre les mains un livre qui fait comme si, ce roman qui fait comme s'il n'en était pas un. Je cite Vincent Koenig, ça y est, je les confonds. Ce n'est pas un roman, pas même un ouvrage achevé, mais un recueil d'impressions, de faits, de pensées et de souvenirs. Fin de citation. Ce sont des écrits intimes, ajoute-t-il. Mais je constate que Koenig écarte par omission la possibilité qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, d'un projet de roman. Il lui semble impossible que Montandon ait voulu fictionnaliser cet événement fort et tragique, la mort de sa fille. La non-fiabilité de Vincent Koenig ayant été établie, voyons voir ce que l'on peut attendre du texte lui-même, de ces fragments qui n'ont pas été écrits par Esther Montandon. Peut-on la croire lorsqu'elle raconte son deuil? Esther avoue bien un oubli de ci, de là, elle confesse un mensonge inoffensif qu'elle a fait à son mari. Mais tout dans l'écriture est admirablement ficelé. Les quelques traces d'incertitude ne font que renforcer l'impression d'authenticité du récit, puisqu'on est en droit de s'attendre à au moins un peu d'inconstance ou de confusion de la part d'une mère vivant la pire des souffrances. Dans l'écriture, pourtant, Esther analyse ses propres réactions et garde la tête froide. Ainsi, lorsqu'elle hallucine la tache de sang à l'endroit où est morte sa fille, elle dira, je cite, « Bien sûr que cela n'existait pas. Je ne pouvais pas poser mes yeux sur la tache, elle disparaissait. Comme les étoiles, c'est en Afrique que j'en avais fait pour la première fois l'expérience, les astres qui n'existent qu'en vision périphérique, qui palpitent au coin de votre œil, mais qui s'éteignent sitôt qu'on essaie de les fixer. Le sang de ma fille en étoiles sur le trottoir palpitait dans le printemps, les tulipes sans doute en nourrissaient leurs bulbes. Le sang de ma fille s'est éteint lorsque, de guerre lasse, je l'ai regardé droit dans les yeux. » Fin de citation. Esther affronte la vérité des choses, quitte à les voir disparaître. D'ailleurs, l'écriture n'est-elle pas l'habitat naturel de toutes ces choses qui ne peuvent exister qu'à notre insu, pour reprendre l'expression de Suzanne Jacob, qui refuse de se laisser ignorer, mais qui ne nous appartiennent plus dès lors que nous nous en saisissons pour en faire de l'histoire? Ces questions que l'on pose quand on devient des lecteurs professionnels et des lectrices professionnelles, et particulièrement dans ce colloque-ci, nous mènent presque toujours à cette version simplifiée que j'ose proposer. À qui appartient le texte? Qui en possède les clés? Vivre près des tilleuls joue bien entendu sur ce type de liminarité. La frontière identitaire se présente timidement au deuxième fragment, lorsqu'Esther enceinte demande « Faut-il écrire l'enfant? Quoi d'autre? Mon enfant semble encore trop irréel, notre enfant trop officiel. » Fin de citation. La parentalité s'ébauche dans l'indéterminé, dans l'incertitude de l'appartenance, comme, je me permets de le dire, dans l'incertitude du statut de l'auteur. Difficile de ne pas entendre les membres de la JAR fredonner « le livre, mon livre, notre livre ». Le parallèle est facile, mais je persiste tout de même. La naissance de l'enfant est marquée par une paradoxale solitude où se crée pourtant une vie à deux qui pulvérise, dès la première seconde, la frontière entre qui crée et qui est créé. Je cite, « Je sais avoir vu Jacques sourire, pleurer, je voulais l'inclure dans notre tableau balbutiant, mais je ne parvenais pas à le visualiser vraiment. Je créais notre nouvelle vie dans l'instant, dans la seconde, dans le souffle rapide de ce petit être, et je ne voulais l'aide de personne. » Fin de citation. Les fragments 8 et 9 confirment cette fusion, ou plutôt ce transfert d'être qui circule entre mère et enfant,
Esther peint par touches précises et minimalistes le tableau de Louise qu'elle voit reproduire ses propres gestes avec la poupée Alice. Je cite « La mère et la fille sur le sofa du salon ». C'est ainsi que commence le fragment 9, sans que l'on sache qui est la mère, qui est la fille. Il s'agit en fait de Louise et sa poupée. Ou alors, lorsque Louise raconte à sa poupée les souvenirs d'Esther, je cite « Elle réinventait l'Afrique, la brousse, les lions affamés, les récits du Rwanda de mon enfance », fin de citation. Autrement dit, Louise écrit le prochain livre d'Esther que Koenig, dans l'avant-propos, décrit comme, je cite « la gerbe de ses souvenirs d'enfance, magnifiquement nouée dans les fragments des imperdables », qui offre dans un style épuré un aperçu poétique et documentaire du Rwanda et de la Suisse des années 30. Fin de citation. Ou encore, par un renversement complet des rôles, Louise met la table pour le thé, je cite, avec une minutie qui me faisait penser à maman. Fin de citation. Mais c'est lorsqu'on parle de la mort que se précise la séparation. Esther se souvient très nettement, insiste-t-elle, d'avoir pensé au moment de visiter l'appartement situé en hauteur, je cite, qu'il ne fallait pas habiter ici par tant de grande détresse. Évoque-t-elle la mort de Louise ou contemple-t-elle le suicide? Elle dira « Je ne reproche rien à Jacques, qui aura fermé la fenêtre et qui l'aura laissée ouverte. Le résultat est le même. » Pourtant, le résultat n'est pas le même. Louise est morte et Esther vit. Et si elle dit qu'elle ne reproche rien à son mari, le texte dit le contraire. Les fragments ne montrent qu'une Esther aigrie, détachée, agacée par Jacques, qui lui est inadéquat, incompétent, froid. Mais peut-être est-ce difficile de se défaire du préjugé instauré par l'avant-propos qui annonce que leur mariage ne survivra pas à l'aventure. L'aventure, à l'épreuve, ai-je écrit. En fait, il devient difficile de savoir quelle lecture on peut faire sans le péritexte. Dès le premier fragment, on cherche la mort de l'enfant, qu'on suppose à l'origine à la fois du récit et du silence de l'auteur. On cherche à fabriquer de la suite, de l'avant, de l'après, du pourquoi. On cherche, avec notre instinct naturel de lecteur ou de lectrice, à construire de l'histoire, à se laisser guider pour oublier qu'en fait, on comble activement les trous. Les fragments pourraient tous être placés ailleurs, disposés autrement. Ils pourraient tous avoir été écrits au moment même ou rétrospectivement. La question demeure, ce fragment, Esther l'a-t-elle écrit avant ou fait-elle l'effort du souvenir de l'écrit? Impossible de le dire. On en revient toujours à la fabrique d'histoire qui maintient la vie en vie. Au dernier fragment, Esther se dit assaillie d'images, celle d'un homme debout devant une fenêtre qui tient en main un livre, peut-être celui de sa fille écrivaine qui vit à Neuchâtel, comme Agatha Christophe d'ailleurs. Je cite, « Cela pourrait donner quelque chose, un bref texte, à l'intrigue ténue mais dont l'intensité irait croissant. Il s'agirait moins de scènes que de tableaux. La lumière serait primordiale, il faudrait savoir rester douce. Peut-être est-il temps de me remettre au roman. Cela n'engage à rien d'en caresser l'idée. » Fin de citation. Peut-être, nous dit Esther avec une fausse innocence, est-il temps de commencer l'écriture du livre que vous venez de finir de lire. Un roman qui n'en est pas un. Un roman à l'intrigue ténue, mais dont l'intensité croît toujours vers plus d'écriture. Un roman tout en fenêtres, lumière, tableau furtif et précis, imprégné de l'odeur d'eau et âcre, des tilleuls en fleurs. Et je bois de l'eau là-dessus. Je désire enfin revenir à l'avant-propos. Pourquoi le conserver tel quel dans cette édition, sinon pour contrôler le mensonge, pour orienter la lecture? Koenig admet être intervenu sur le texte. Je cite, « Les feuillets n'étant pas numérotés ni datés, ils ont été distribués pour la présente édition dans un ordre étudié pour faciliter la lecture. » Fin de citation. Or, toujours selon Valérie Raoul, le marquage du temps est un élément fondamental de la convention qui régit le journal intime. Ce que Koenig indique ici, c'est que le texte se destinait inévitablement à un retravail et donc qu'il comporte bel et bien un aspect fictionnel, même au sein de la fiction qu'est le canular par lequel les jeunes auteurs ont ébranlé 2 ans plus tôt le milieu littéraire suisse romand. Selon moi, l'avant-propos est un ouvrage très fin qui tient à nous faire voir de quel fil blanc il est cousu. Le livre, tel qu'il est publié, oblige le lecteur ou la lectrice à s'avouer responsable de sa naïveté, de son désir d'y croire et de se faire berner. Impossible de prétendre qu'on ne sait pas que le « je » d'Esther Montandon est en réalité un « elle » sans corps. Martine Messani-Léonard explique que, je cite, « La fonction du préambule est de souligner le caractère clos du récit et en même temps d'annoncer qu'il va se présenter comme un discours, c'est-à-dire un passage du « il » au « je ». Fin de citation. Selon elle, la prise de conscience de ce passage oblige à une lecture à 2 niveaux. Ici, les niveaux se multiplient. Avant d'être un « je », Montandon est la « elle » de Koenig, qui lui est le « il » de tous les membres de la genre, qui sont des « il » et des « elles » les uns pour les autres. La fausse pureté du « je » éclate et révèle toute son artificialité. La magie littéraire s'opère. On assiste à la transfiguration d'un événement que Koenig trouve définitivement tragique et éternellement heureux.
Résolument intime, ajouterais-je, en un souvenir qui s'inscrit désormais pleinement dans la littérature. Fin de citation. La littérature étant l'univers des êtres de papier qui permettent qu'on endosse un peu leur identité comme on le ferait un costume. Le lecteur ou la lectrice est convié à suspendre son jugement, à lire avec pas d'opinion sur le statut de la vérité et du réel, pour que naisse cette voix qui n'appartient qu'au texte et surtout pas à son auteur. Il faut, pour entrer dans ce texte, consentir au mensonge vrai qu'est la littérature. Et c'est ce que Koenig nous oblige à faire en nous mentant pour de vrai. Mais un personnage inventé peut-il mentir? Vincent Koenig n'est pas réellement un menteur. Vincent Koenig n'existe pas. Il a été inventé par les membres de la JAR, qui ont trouvé un acteur pour donner, dans leur faux documentaire, une voix menteuse au mensonge de l'existence d'Esther Montandon. Car non seulement Esther Montandon n'a pas écrit ce texte, mais en plus elle n'a jamais vécu. Ni Louise, ni le Rwanda, ni les romans, ni le prix Schiller, ni rien du tout. Esther Montandon est tout autant fictive que le sont ses textes. Alors comment expliquer qu'elle existe tout autant, pour moi du moins, que Duras, Aquin ou Pérec? Qui dit la vérité dans mon histoire? Certainement pas moi qui n'ai jamais suivi de séminaire d'été à Sherbrooke et qui aurait été bien en peine avant aujourd'hui de nommer d'autres écrivains ou écrivaines suisses que Jean-Jacques Rousseau. Je plaide coupable, je suis moi aussi une narratrice non fiable. Mais je dirais ceci pour ma défense. Pour de vrai, j'ai rencontré Esther Montandon au Café des Arts ou sur la terrasse de Laurence Olivier ou au Studio P à Québec lors d'un festival de littérature qui avait pour thème Double et pseudo et où la JAR faisait une performance autour d'un faux canular pour lequel elle a écrit un vrai roman. Pour de vrai, j'ai fait la multiple rencontre d'Esther Montandon, chaque fois que se ravive en moi la confiance et l'abandon, grâce auquel je protège cette zone floue chérie qui s'étend entre la fiction et cette chose étrange et problématique que, faute de mieux, nous appelons parfois le réel. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qui a ouvert la fenêtre? Qui ne l'a pas refermée? Peu importe, le résultat est le même. Le texte s'échappe et il n'appartient plus à rien ni à personne. Merci. C'est parfait.